Après 2 saisons à bord et à quai du podcast de la Fondation Tara Océan, on se retrouve pour explorer et comprendre ensemble toute la richesse mais aussi la fragilité de l'océan. Avec des personnes engagées pour l'océan, comme des scientifiques, des sportifs ou encore des artistes, nous parlerons, penserons, échangerons pour déceler et interpréter ce qui nous lie à cette immensité bleue, à notre vie sur Terre. Biodiversité, climat, Arctique, droit, bien-être, engagement et culture commune, prenons ensemble le temps de regarder derrière notre hublot. Bonjour à tous. Si nous évoquons ici à la Gaîté Lyrique ce soir la culture océan, c'est parce que chaque citoyen européen qui vit près de la côte, en métropole ou en outre-mer, est lié à l'océan avec une histoire, un récit, un lien tissé à travers le temps. Nous devons aujourd'hui, face aux défis communs, unir les cultures européennes pour protéger et préserver notre héritage maritime. Je suis Myriam Thomas, je suis directrice du pôle culture océan de la Fondation Tara et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet enregistrement en public pour un regard croisé entre anthropologie et art. Alors, comment ces deux approches peuvent-elles se compléter pour offrir une large vision des cultures maritimes en Europe et permettre d'écrire un nouveau récit commun? Je suis ravie d'accueillir Émilie Maria Roy, anthropologue, et Jean-Julien, artiste. Avant de commencer cette discussion, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, Émilie ? Bonsoir à tous. Moi, je suis anthropologue. J'ai travaillé longtemps en Islande et puis en Bretagne. J'enseigne l'anthropologie sociale à l'université de Tours et je suis responsable d'un petit fonds documentaire en anthropologie maritime au Muséum national d'histoire naturelle. Merci Émilie. Et dans cette exploration autour de ces cultures de l'océan, le regard artistique participe beaucoup à changer, à écrire un nouveau récit. C'est pour cela que vous êtes là, Jean. Bonjour, merci. Donc Jean-Julien, je suis artiste. Je fais plein de choses, mais ça part souvent du dessin. Ça se base beaucoup sur l'observation. Je l'ai fait beaucoup en ville et plus récemment, ces quelques dernières années, sur l'océan. Émilie, votre lien, votre culture de l'océan, elle est issue d'où? Une expérience, un moment? La culture de l'océan, ça c'est intéressant parce que moi j'ai appris à connaître l'océan pour la partie que j'ai connue, qui est l'océan, l'Atlantique Nord et l'océan glacial arctique. Je l'ai connu par mon travail en anthropologie. Moi je viens d'une ville plutôt du centre de la France, donc c'est une culture qui s'est développée par la pratique du terrain et puis par une appétence pour une autre manière de vivre dans un milieu insulaire. L'Islande, ça a été un peu une espèce de révélateur et étonnamment, l'Islande, pendant de très longtemps et même encore aujourd'hui, c'est à la fois un pays qui est très terrien et un pays qui est maritime. C'est un grand pays maritime, mais c'est un pays qui a beaucoup valorisé pendant très longtemps l'identité terrienne, l'identité paysanne. Et donc ça, c'est intéressant, ce contraste aussi, cette manière d'être une île perdue au milieu de l'océan Atlantique, en étant aussi à la fois tournée vers l'extérieur, parce que les Islandais ont beaucoup voyagé. Les populations vikings ont été jusqu'au Groenland et peut-être même jusqu'à Terre-Neuve. Et en même temps, cette culture maritime, elle est vécue de manière un petit peu ambivalente. Jean? Et moi, de mon côté, c'était très familial. Mon arrière-grand-père, il était marailleur. Quand on était gamin, on allait jouer dans les camions de marée. Mes grands-parents se sont rencontrés à la criée. Mon grand-père faisait la digue. Mon père pêche au casier et au filet et nous emmène. Donc c'est même aujourd'hui dans mon travail de dessin au quotidien, quand je capture les instants familiaux, ils sont souvent liés de près ou de loin au paysage marin. Et en tant que gamin, pareil, l'imaginaire mythologique lié à la mer m'a toujours fait rêver. Donc ça m'a accompagné dans mon désir de travailler l'imaginaire au quotidien. Émilie, on parle beaucoup aujourd'hui d'anthropocène, de la place de l'homme, l'impact sur la planète. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est l'anthropologie ?
Oui, l'anthropologie, alors c'est une discipline qui fait partie des sciences humaines et sociales, qui est une petite sœur de la sociologie, mais qui s'est bien sûr bien émancipée depuis. Et c'est une discipline qui s'intéresse aux sociétés, aux relations, aux rapports sociaux des groupes dans différentes sociétés, dans des perspectives historiques, qui cherchent à mettre en relation différents pans de la vie des sociétés, de la vie des groupes, des dimensions économiques, politiques, symboliques, religieuses. Et ces dernières années, c'est vrai, la question des rapports nature et culture dans l'anthropologie est importante et avant même que le mot anthropocène n'apparaisse, déjà dans les années 90, se posaient beaucoup les questions des relations nature-société. Et ces dernières années, vraiment, c'est un fait qui est assez récent à l'échelle d'histoire de la discipline. Eh bien, les anthropologues s'intéressent de plus en plus aux relations que les sociétés ont nouées avec leur milieu, en montrant que finalement, dans de nombreuses sociétés, ce qu'on appelle nous la nature, ça fait partie de la culture. Et donc, ces familiarités, ces relations un petit peu de continuité entre nature et société. Elles sont intéressantes à penser et de plus en plus de recherches s'intéressent au rapport des sociétés aux plantes, aux animaux. Et l'anthropologie s'intéresse aussi au savoir des autres, au savoir naturaliste, mais aussi à la production du savoir. Et aujourd'hui, les anthropologues travaillent beaucoup dans des laboratoires. Depuis les années 90, ça s'est beaucoup développé. Et donc, ils vont voir un petit peu comment travaillent les scientifiques. Et je terminerai avec ça. De plus en plus, maintenant, l'anthropologie s'intéresse finalement à la manière dont les autres comprennent le monde. Pas seulement à ce qu'ils font, mais d'abord aussi à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils comprennent du monde. Et voir comment cette compréhension que les sociétés ont du monde, elles sont bonnes aussi à penser pour nous, pour prendre du recul et de la distance par rapport à notre propre manière d'appréhender ce monde si complexe qui est le nôtre. Jean ? Oui, en règle générale, comme je disais, moi, mon travail se base sur l'observation et sur mon expérience personnelle. Dans ma famille, il y a un fort ancrage dans le pays bigoudin, en Bretagne. Du coup, ça nourrit un peu ma culture personnelle et familiale. Et c'est vrai que depuis quelque temps que je voyage pour le travail et que je découvre d'autres façons de voir l'océan, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me travaille. J'ai fait une expo qui s'appelait Onaji-Umi au Japon, qui veut dire la même mer, et qui se questionnait un petit peu justement sur les différences et les similarités entre la manière de vivre avec, autour et devant l'océan. Dans les cultures européennes, il y a quelque chose qui est universel au fil des siècles, c'est que le partage de connaissances, la culture se fait en se racontant des histoires. Les récits mythologiques ont beaucoup participé à nourrir l'imagination autour de l'océan, à écrire une perception pour chacun, aussi dans nos histoires personnelles, puisque la perception qu'on a de l'océan vient aussi de nos lectures, les films qu'on a vus, on a peur parce qu'on a vu un film qui nous a fait peur, on est bien, on est apaisé au bord de l'eau. Donc tout ça participe effectivement à la perception qu'on a de l'océan. Émilie, vous nous confirmez que raconter des histoires peut permettre de changer effectivement ces perceptions? Oui, le rapport qu'on a à l'élément marin, c'est quelque chose qui est forcément situé. C'est lié à une expérience personnelle, c'est lié aussi à une sensibilité. Et c'est vrai que d'un pays à l'autre, les manières de se représenter le milieu marin vont être différentes. Et puis ça va dépendre aussi de la proximité qu'on a avec lui. Je pense que en France, on a vraiment des populations qui sont beaucoup plus familiarisées avec ce milieu marin que d'autres. Et donc, ce qui, pour des terriens, pendant longtemps, a pu paraître très étrange, l'était pas forcément pour des populations maritimes et littorales. Voilà, je pense que c'est vrai que le pouvoir d'évocation à la fois la connaissance, apprendre sur ce milieu marin, parce que les connaissances de ce milieu, elles se sont vraiment enrichies et approfondies ces dernières décennies. C'est très très jeune l'océanographie et vraiment c'est un univers qu'on découvre à peine. Et en même temps, les expériences, je pense, littéraires, les manières de lire aussi, de connaître la façon dont dans différentes sociétés, les écrivains
parle de cet univers maritime, de la vie qui l'anime, de la pêche, des tempêtes, des paysages, des histoires qui se nouent dans ces environnements. Ça évoque aussi des sensibilités différentes et je pense que c'est vraiment par la découverte, par la surprise qu'on peut vraiment former une attention. Et il faut toujours être surpris aussi pour continuer à avancer dans cette sensibilité, cette compréhension. Et je pense que sensibilité et compréhension, c'est très lié. Jean, est-ce que dans cet héritage mythologique, ces légendes maritimes font partie de ton travail ? Pas encore, comme je disais, moi, c'est vrai que je me suis jusqu'à présent pas mal intéressé à ce que je connaissais de l'océan et qui était plutôt basé en Bretagne et qui était un travail de peinture beaucoup et assez contemplatif, mais en grandissant, enfant, j'étais toujours fasciné par les mythologies en général et la mythologie en tant qu'outil narratif. Et c'est vrai que les cultures méditerranéennes m'intéressent beaucoup et c'est un cycle de travail dans lequel je me lance actuellement, pour essayer d'observer justement comment les gens, les territoires se racontent par le biais de ces mythologies et comment peut-être essayer de réutiliser cet outil narratif pour raconter ce que je connais et ces territoires marins aujourd'hui, à savoir les changements politiques, les drames humains qu'on voit avec les naufrages de migrants, les cultures qui évoluent, qui se mélangent. C'est pas nouveau, ça s'est toujours passé dans le bassin méditerranéen, mais c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant de pouvoir utiliser les mythologies comme outil pédagogique et de transmission culturelle. Dans cette culture européenne, dans ce carrefour, il y a une mer qui est quand même le centre de gravité de cette culture européenne, qui est une mer de partage, on va dire. Elle rapproche autant qu'elle éloigne, c'est la mer Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la mer Méditerranée, Émilie, dans ces cultures européennes ? Alors c'est vrai que la mer Méditerranée, c'est une mer qui est, pour les chercheurs, pour les historiens, qui est une mer qui est absolument fascinante. Ça a été la mer de tous les défis aussi pour le travail historique. Enfin, je pense à la Méditerranée de Fernand Braudel, qui est un ouvrage historique extraordinaire, qui a été longtemps un horizon. Et donc, effectivement, c'est pas pour rien que la Méditerranée a été considérée comme un espace d'une très grande profondeur, bon à penser, dans ses différentes temporalités, par ses caractéristiques d'abord naturelles, qui sont très singulières. Il y a très peu de milieux sur la planète qui ressemblent au milieu méditerranéen par la vie végétale, et puis la vie, bien sûr, maritime. Mais il y a un climat, il y a une grande particularité. Et puis, il y a ce temps long qui a forgé des sociétés, des dialogues, et effectivement, c'est une mer qui a aussi rapprocher les cultures, c'est une mer d'imprégnation, d'influence, et c'est des choses qui sont subtiles aujourd'hui, qu'on retrouve aujourd'hui d'une rive à l'autre, ces influences mutuelles. Et puis en même temps, c'est une mer qui, dans l'horizon de l'événement, cette fois plus, est vraiment en prise ces dernières années avec des changements très importants. Je pense notamment à tout ce qui est lié au drame de ces populations qui traversent la Méditerranée. Donc il y a une espèce de télescopage de temps avec cette mer à la fois qui paraît un peu éternelle et puis ce temps présent et ces urgences du moment qui sont particulièrement saillantes. Je trouve aussi que c'est pas la mer que je connais le mieux parce que moi je suis plus portée et j'ai travaillé et fait des recherches plutôt dans l'Atlantique Nord et les régions subarctiques. Mais la mer Méditerranée, j'ai le sentiment, pour connaître des historiens qui travaillent sur ces sociétés-là dans le temps long ou du 19e siècle au 20e siècle, c'est vraiment un univers géographique d'une richesse extraordinaire, avec vraiment justement une appétence. Alors moi, je vais parler de choses plus terre à terre maintenant. Par exemple, le poisson et les cultures alimentaires, c'est un milieu qui est extrêmement vivant, qui est extrêmement riche, avec une inventivité, une créativité permanente. Et j'en ai souvent parlé avec un historien qui s'appelle Daniel Faget et qui va travailler un petit peu dans la mer Adriatique notamment, et qui me disait que ces gens-là innovent tout le temps, et c'est vraiment un univers qui est absolument passionnant pour la recherche. Jean, partie Méditerranée, une partie de travail que tu as peut-être moins commencé, mais qui, en tout cas, te fascine et là où tu veux aller aussi dans l'avenir. Oui, tout à fait. Encore une fois, je pense que mon travail en général graphique, il essaye de parler aux gens de mes questionnements. Je l'ai fait beaucoup en ville. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait beaucoup d'observations sur les milieux marins en Bretagne, mais
mais j'aimerais voir comment utiliser ces mythologies pour faire un peu de pédagogie, mais aussi partager mes questionnements. Et je trouve qu'il y a déjà toute une population mythologique qui existe, qui se regroupe dans certains territoires, et que ça soit dans un récit linéaire ou au contraire une sorte de jeu de piste pour essayer de créer quelque chose plus en point d'interrogation sur le devenir du territoire. Ouais, ça m'intéresse. Je voulais juste revenir justement en parlant de devenir du territoire et on parlait aussi de l'imagination et des mythes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un grand navigateur qui s'appelle Pythéas, qui venait de Marseille, Pythéas de Massalie, et qui a été l'un des premiers explorateurs justement de l'Atlantique, puis de l'Atlantique Nord. On lui prête peut-être la découverte de l'Islande. On pense qu'il a été l'un des premiers à connaître l'Islande. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque de l'Antiquité grecque, bien sûr, il n'y avait pas d'Islande, mais ce long voyage qu'il a effectué l'a mené non pas vers un horizon d'une autre destination géographique, mais dans une espèce de hors-temps. Et c'est ça qui est absolument fascinant, c'est que les navigations de Pythéas l'ont fait basculer vers ce qui était appelé la demeure des hyperboréens, qui était la demeure d'Apollon. Donc il y avait une espèce de relation et de continuité entre l'horizon géographique et l'horizon mythique. Et Pythéas, c'est un des premiers finalement à avoir relié aussi ces univers et ces mondes aquatiques, et c'est vraiment par le lien de la mer et de la navigation que ces horizons géographiques, à la fois réels et irréels, ont été rassemblés. Et après, la découverte des mers, ça a mené à des horizons plus terre à terre, plus tangibles, plus cartographiés, mais au départ, le voyage maritime, ça reste quelque chose qui est un peu une odyssée, et un grand saut dans l'inconnu, et en même temps quelque chose qui va nouer des liens qui vont faire après des routes maritimes et puis des relais entre les populations. Et qui reste mystérieux aussi. Ça reste fascinant, et je pense que l'océan en tant qu'objet de fascination permet d'essayer d'expliquer ces choses pragmatiques avec un outil pédagogique intéressant, et tout en titillant le mystère toujours, parce que scientifiquement on ne connaît pas tout, et ça emmène l'imaginaire. Scientifiquement, on connaît même peu. On connaît mieux la surface de la Lune que le fond de l'océan. Et c'est vrai que l'exploration a aussi, le mot explorer a changé finalement de signification au fil des siècles. On était effectivement au début sur une exploration qui était de la découverte peut-être d'une autre terre, d'une conquête de territoire. Aujourd'hui, devant l'enjeu que l'on va avoir dans les années qui vont venir, avec le réchauffement climatique qui s'emballe, les pollutions, il y a effectivement une vision de l'océan, une perception de l'océan qui doit changer. Et le mot explorer est devenu finalement aujourd'hui l'exploration scientifique, parce que c'est essentiel aujourd'hui, le rôle de la science est essentiel aujourd'hui, et c'est aussi ce vers quoi on parle quand on essaye d'ouvrir vers une idée de globalité sur l'océan, de bien ancrer dans l'esprit de chacun qu'il n'y a pas des océans mais un océan. Pourquoi parle-t-on plus aujourd'hui d'océan global, Émilie ? L'océan global, c'est la découverte de continuité entre les différents espaces maritimes, de connectivité entre tous ces milieux. Et cette notion d'océan global, elle est assez récente. Encore une fois, c'est vrai que j'insiste là-dessus, sur le caractère très récent de cette idée d'océan global, qui a une fonction régulatrice très importante pour l'habitabilité de la Terre. Et ça, c'est quelque chose qui, progressivement, va probablement faire son chemin. On savait que les forêts, justement, étaient absolument des poumons vitaux pour la vie sur Terre et sur mer aussi, mais l'océan joue un rôle absolument fondamental. Le travail scientifique, il est absolument essentiel parce que il nous permet de comprendre aussi ce qu'est la vie, de quoi elle est faite, et c'est très récent, mais les fonds marins, je suis pas océanographe, un océanographe vous en parlerait mieux que moi, mais ces découvertes scientifiques, elles sont aussi importantes à penser pour les historiens, pour les chercheurs et pour la société de manière très générale. Cette connaissance de la vie que, par exemple, la photosynthèse, on connaissait, on a tous appris ça dans nos cours de biologie, mais il y a aussi une chimiosynthèse dans les zones de très grands fonds, là où il y a les cheminées hydrothermales. L'hydrothermalisme, c'est quelque chose qu'on a commencé à connaître mieux dans les années 70. C'est dire vraiment l'importance de ces connaissances et en même temps leur dimension très perfectible. Et c'est vrai que ce savoir-là, il fait son chemin, et je pense que cette idée d'océan global,
Elle va cheminer par différentes initiatives, par effectivement le discours scientifique, sa diffusion, mais aussi par l'expression aussi d'une sensibilisation, parce que l'océan global, c'est aussi des destinées communes, c'est des vulnérabilités en commun que certaines populations vivent de manière criante et critique ces dernières décennies, et c'est des populations qui sont dans des horizons géographiques très variés, de l'Arctique jusqu'au Pacifique Sud. Il y a une espèce de prise de conscience de ces fragilités et de ces liens qui nous unissent, et cette dimension unificatrice, fédératrice de l'océan, qui va se superposer à cette idée d'océan global, c'est quelque chose qui peut être aussi porteur par tous les discours qui vont en émerger, qui peut être porteur de liens qui vont se créer dans les usages, dans les discours, mais aussi dans les manières de se représenter, dans les imaginaires, dans les différentes sociétés, et bien de cet océan et de son rôle et des liens qui nous unissent pour sa protection. La différence justement entre la manière que les cultures ont de prendre conscience de leur rapport à l'océan, je le trouve hyper intéressant. On parlait tout à l'heure du fait qu'en Bretagne, il me manquait en grandissant un univers imaginaire marin, et qu'aujourd'hui la situation de la pêche dans les ports bigoudins et ses retentissements écologiques ou économiques, ça faisait pas rêver, c'était raconté de manière extrêmement anxiogène, parce que c'est compliqué. Et je trouve que justement, avec certains mythes, certaines déités, on peut parler d'écologie, on peut parler de mouvements migratoires, on peut parler d'enjeux, on peut parler de choses anxiogènes avec un petit peu de rondeur. Et je pense que ça, pour moi en tout cas, en tant que raconteur amateur, je pense que c'est un des enjeux pour rendre utile les observations qu'on peut avoir, en tout cas en tant qu'artiste. Ça va être le fait d'essayer de trouver un moyen de raconter tous ces changements et d'essayer d'amener un petit peu d'appel à l'action. La notion d'engagement, elle est extrêmement importante, et effectivement ce changement de perception va amener à l'engagement de chacun. Est-ce que c'est vraiment ce côté de constat très pragmatique qui vous a amené à travailler, à essayer effectivement d'orienter tout le travail artistique avec une notion de artistique, oui, mais je vais essayer de porter quelque chose et effectivement essayer de participer à ce changement de perception? Je pense que comme tout le monde, je suis à l'écoute de ce qui se passe, et même si on voulait l'éviter, justement ce côté anxiogène, et il est partout. On vit dans une ère de l'hyper-information, ce qui est compliqué à gérer des fois pour beaucoup. Moi je vois mon rôle comme un vulgarisateur, et en ça je pense que c'est la petite pierre utile que je peux apporter à cet édifice. Et là, je viens de finir une installation en Australie, à la National Gallery de Melbourne, qui était à destination des jeunes publics. Et on a créé un espace immersif sur le thème de l'océan, où on se basait sur des espèces locales, mais également, parce qu'il y avait un échange avec le public, sur des espèces plutôt issues de l'océan Atlantique. Il y avait l'idée de créer un engagement avec le jeune public. Donc on avait créé une histoire où ils devaient ramasser des déchets, et on expliquait l'impact que ça avait sur la faune et la flore maritime, qui connaissaient un petit peu, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte d'à quel point l'outil narratif et le fait de raconter en empruntant à ce qu'ils connaissaient, par le biais de photos beaucoup, ou de balades sur la plage, mais de les emmener dans un récit, permettait de créer un engagement réel. Et ouais, moi, c'est quelque chose que je pense être mon devoir de raconteur, d'essayer d'utiliser cette narration pour aller dans la bonne direction un petit peu. Jean, est-ce que la position de l'artiste un petit peu dans l'histoire a changé? Est-ce que vous avez vu une sorte d'évolution vers effectivement toute cette partie artistique qui prend le pas de porter plus un engagement ou un regard sur des enjeux qui sont essentiels aujourd'hui? Est-ce que ça évolue dans le temps? Est-ce qu'on va plus vers ça? La manière dont je le vois, je pense que les réseaux sociaux mettent une pression d'une certaine manière qui est un peu fausse, dans le sens où, de mon point de vue, les gens qui écrivaient des chansons, des récits, qui peignaient des tableaux et qui ont participé à la création de cultures au pluriel et d'une culture maritime mondiale, et raconter l'océan en règle générale, pour moi, ont beaucoup aidé à sensibiliser sur le sujet de l'océan, sur ce qui faisait sa richesse, sur ce qui pouvait lui faire défaut. Je pense que plutôt que d'essayer de marteler
de manière très directe et dans ce sentiment d'urgence, même si l'urgence elle est réelle, il y a peut-être un trop, la création d'un climat anxiogène qui peut au contraire potentiellement aliéner. Malgré l'urgence réelle, je préfère moi l'approche d'une multiplicité de manières de raconter les choses et dans l'espoir que chacun trouvera quelque chose qui piquera son intérêt, que ce soit quelqu'un qui a besoin de lire des faits scientifiques, quelqu'un qui a besoin qu'on lui raconte de manière très synthétique ce Poséidon qui a attrapé une maladie, ou au contraire d'essayer de pointer la beauté d'un beau paysage, mais en surlignant la pollution des plages. Plus on fait collectivement, plus on arrivera, plutôt que d'essayer de pointer du doigt l'inaction de certains. Cette diversité de cultures sur l'océan est une richesse devant l'enjeu devant lequel on se retrouve aujourd'hui, qui est de protéger cet océan, de prendre conscience qu'il est unique. Quelle va être finalement la ligne à suivre? On ne va pas rendre plus lisse la diversité de toutes ces cultures, et pourtant il faut qu'on porte une culture de l'océan commune pour que tout le monde prenne conscience qu'il y a un état d'urgence aujourd'hui, que c'est la clé de la vie sur Terre, et il faut vraiment qu'on regarde ça, l'océan, comme ayant un rôle essentiel. Donc vers quoi on va pouvoir se tourner pour créer cette culture commune? Il y a plusieurs choses à appréhender, mais il y a quand même ce message que les scientifiques nous délivrent, qui est quand même un élément de repérage qui est important. Et puis il y a aussi ce qui se passe ici et ailleurs, en termes d'aléas climatiques, quand même très préoccupants. Donc je pense que cette capacité qu'on a aujourd'hui aussi de voir de manière très synchronisée tout ce qui se passe ici et ailleurs, ça doit pouvoir éveiller notre attention. On n'est plus dans des contextes où on vivait de manière cloisonnée ou avec des événements qui arrivaient, mais bien après, que parfois même des cataclysmes arrivaient à la connaissance. Je pense à un ouvrage d'Alain Corbin qui a fait une histoire de l'ignorance et qui racontait que voilà, le tremblement de terre de Lisbonne, voilà, aujourd'hui, s'il y avait eu un événement de cette ampleur-là, on l'aurait su. Voilà, ça s'est su de manière très progressive après. En Islande, c'est pareil. Ils ont vécu un cataclysme en 1783 avec les feux du Laki, qui a été la plus grosse émission de lave émise à la surface de la Terre de tous les temps. Enfin, si c'était arrivé aujourd'hui, ça, on l'aurait su. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est quand même en prise avec cette idée d'unité d'une planète. C'est des images qui nous sont arrivées de manière progressive, effectivement. Cette idée du continent unique, c'est quelque chose aussi qui est arrivé dans le courant du XXe siècle. Tout ça, c'est très récent. La forêt d'Amazonie aussi, qui est un poumon, qui nous relie tous les uns les autres. Cette idée d'océan global, voilà, qui aujourd'hui fait complètement sens. Par imprégnation aussi, il faut laisser le temps et puis la circulation aussi des discours se propager, c'est important. Et puis laisser aussi place à des témoignages qui sont peut-être localisés, des témoignages de situations alarmantes, de situations de détresse, mais qui sont localisés, mais qui font écho quand même à une situation aussi qui se place à une autre échelle. Donc je pense que voilà, cette télescopage entre, on va dire, l'idée d'un océan global et l'idée d'histoire située, mais qu'on comprend aussi, qu'on peut qu'appréhender par rapport à un contexte qui est global, mais ça fait sens et ça fait aussi cheminer et se dire que le global, il s'incarne ici et ailleurs, à un moment ou à un autre, sous des formes très différentes. Cette question de l'océan global, elle a des répercussions sur le climat, et donc même en n'étant pas dans un milieu maritime ou en bordure de littoral, on sait que ces aléas climatiques, même à l'intérieur de zones plus continentales, on les perçoit parce qu'il y a cette connectivité des milieux, et donc ça nous relie aussi et ça donne une tangibilité à cette idée d'océan global. Merci infiniment, Émilie, Jean, de nous avoir offert une perspective riche et très nuancée sur ce thème de l'Europe, carrefour des cultures de l'océan. En réunissant l'anthropologie et la création artistique, on a pu mieux comprendre la profondeur, la diversité aussi entre les sociétés européennes et l'océan à travers l'histoire. Nous avons également exploré la manière dont ces interactions ont fasciné ces croyances, ces mythes, ces traditions et les pratiques des cultures européennes maritimes. De découvrir aussi que l'océan n'est pas qu'un élément géographique, mais un foyer de culture et d'histoire. Et avec une histoire, il faut qu'on écrive autrement aujourd'hui face à l'emballement climatique, les pollutions, et de
permettre à chacun aussi de savoir ce que l'on veut faire individuellement. Merci infiniment pour cette discussion. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Un podcast de la Fondation Tara Océan, en partenariat avec la Gaîté Lyrique, produit par Good Drama et réalisé par Studio Fred H. Soutenez-nous en partageant ce podcast autour de vous et en parlant de nos actions. Ensemble, défendons le vivant, protégeons l'océan.